L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Comprendre l'actualité, toujours en direct sur Sabari FM, à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Mercredi 24 octobre 2018, vous êtes sur Sabari FM et c'est bien l'heure de votre émission Comprendre l'actualité. Pour ce mercredi, nous avons deux sujets à débattre. Le premier, nous serons en direct avec Alseni Makanera Kake, président du Front National pour le Développement. Il va nous dire pourquoi il n'était pas à la marche avortée de l'opposition républicaine hier mardi. Et en exclusivité, Makanera nous apprendra qu'il a pourquoi son départ du porte-parole de cette opposition républicaine. En deuxième partie, nous avons un invité parcours dans cette émission. Il est déjà installé. Il s'agit bien sûr de M. Boubacar Sidi Diallo. Il est le président de l'Union pour un mouvement populaire. Il est le président de ce parti politique. Il va nous dire quel est le parcours de ce parti-là et son regard sur l'évolution de l'actualité nationale, notamment sur le plan politique dans notre pays. Vous êtes bien dans votre émission Comprendre l'actualité que vous pouvez suivre sur tout le littoral guinéen jusqu'en Sierra Leone et une bonne partie du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Vous nous suivez aussi à Kindia, Kankan et Sigiring, à Zérékoré. Vous nous suivez à travers Pacifique FM. Je le disais à l'entame de cette émission que nous aurons tout à l'heure Alseni Makanera Kake. Alseni Makanera Kake, c'est ce tonitruant politicien, disons entre griffes, la grande gueule, en tout cas l'ancienne grande gueule de l'opposition républicaine. On l'aura tout à l'heure au téléphone. Chers confrères, je vous dis d'abord bonsoir. Bonsoir Aboubacar Condé, Oscar. Bonsoir à tous. Ndoye Cheikh Sadibou, oui, bonsoir. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous les auditeurs de Sabari FM. Bonsoir Bari Mamadou. Bonsoir Makissa, bonsoir à tous. L'émission est conduite à la technique par Boubacar Kamara, à la réalisation Ibrahima Das Silla, au cadrage Fodé Fatoya Kamara et Lamine Sissi. Je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, hier, vous et moi, nous avons constaté l'absence de Alseni Makanera Kake à la marche de l'opposition républicaine. Certainement, ça a dû tiquer beaucoup d'observateurs et surtout nous, les journalistes. Et qu'est-ce que vous avez pensé ? D'accord, l'absence de Makanera Kake auprès de ses pairs de l'opposition, surtout dans la marche programmée de cette même tranche politique, et c'était prévisible parce que on se souvient, on a essayé de communiquer plusieurs fois et essayé de fouiller un peu le lien entre Makanera et sa formation politique. Quand on dit formation politique, au moins de l'opposition républicaine, on a retrouvé que depuis l'installation des élus locaux dans les différentes circonscriptions du pays, on a constaté que Makanera était un peu frustré vis-à-vis du comportement du parti, de ses alliés. Et ce grand allié n'est autre que l'UFDG. Et vous vous souvenez, il n'a pas hésité de nous faire comprendre que au niveau de Boké, là où il pensait être le maire de Boké, il n'a pas eu suffisamment de soutien de l'UFDG. Précisément, il n'a pas eu des consignes de vote des conseillers en faveur de son parti. La part de El Hadji Dalen Diallo, c'est qui lui a un peu frustré. Et au-delà de ça encore, peut-être nous l'aurons tout à l'heure en direct, on va essayer de le poser parce que de lui poser la question. C'est aussi un petit problème du partage de la manne financière que le chef de file de l'opposition percevait chaque année, chaque fin de mois. C'est une information que vous avez. Oui, une révélation si vous voulez. C'est les 500 millions que El Hadji Dalen recevait chaque année, chaque mois. Donc, on apprend. Vous voulez dire on va lui poser. On va lui poser. On lui posera la question, mais en tout cas, c'est cette
révélation que moi je suis en train de faire maintenant, à lui maintenant d'affirmer ou bien d'infirmer. Mais l'argent qu'il recevait dans les 500 millions, selon mes informations, ça fait maintenant plusieurs mois. C'est-à-dire, depuis le mois de mars, il ne perçoit pas. Depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il ne recevait pas l'argent là. Et parce que, et aussi également, le chef de file ne percevait pas l'argent parce que le président de la République aurait demandé au chef de file de l'opposition les documents, les pièces justificatives de l'utilisation de l'argent. Et depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il ne recevait pas cet argent. Et vous le savez, M. Makanera, pendant qu'il était ministre, ministre de la communication dans le gouvernement, il n'a pas bénéficié suffisamment ce que les autres ministres ont eu. Vous le verrez, l'exemple le plus frappant, c'était quoi? Même le véhicule de commandement, Makanera, pour ceux qui l'ont connu, il n'a pas eu son VA, son véhicule administratif, là, il n'a pas eu, c'est ça, des pick-up. Et cela a même coïncidé aussi la lutte Ebola, il était sur le terrain avec le ministre de la Santé à l'époque. Attention. S'il te plaît, Ndoye, il va partir jusqu'au... Non, mais il ne peut pas commencer une idée sans aller jusqu'au bout. S'il avait reçu les clés de son véhicule, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est battu pour l'avoir. Il s'est battu pour l'avoir. Il s'est battu pour l'avoir. Et à l'époque, franchement, Makanera, on peut le dire, a occupé le poste ministériel et en est sorti un peu, on peut le dire, entre guillemets, brebis. Donc, c'est vous qui pensez? C'est moi, je le pense, franchement. Vous pensez qu'il s'en est sorti brebis de son gouvernement? Absolument. Je sais de quoi je parle. Donc, il est opposant contre son mentor qui est le professeur Alpha parce qu'il était le porte-parole de l'opposition républicaine. Et depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il n'a pas reçu même un centime de la part de son patron. Aujourd'hui, ça aussi s'ajoute cela s'ajoute à la frustration qu'il a eue de la part de son allié du côté de Bokeh. Donc c'est ce qui résonne aujourd'hui. Sa distance. Merci Condé pour ces explications. Quand Condé dit certaines choses, je crois que c'est tout sauf ça. Avant que Makanera ne devienne ministre dans ce pays, il n'était rien, il n'avait rien. Il n'est pas venu avec quelque chose, il n'avait rien, ça il faut le dire. Je crois que c'est la politique qui a fabriqué cet homme, qui l'a révélé. C'est vrai qu'il y a très longtemps, il est en politique et tout. Il était avec Bamamadou. Aujourd'hui, il est ce qu'il est grâce au RPG et tout ça. Il a moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il a un bâtiment, il a tout. Aujourd'hui, il est suffisamment connu et tout. Donc, moi, je ne veux pas revenir sur ça, mais je voudrais revenir sur les frustrations de M. Makanera. Vous savez, les frustrations de M. Makanera viennent d'où? Au fait, pour la mairie de Bokeh, il était question que l'UFDG l'accompagne pour qu'il gagne la mairie de Bokeh. Et cela n'a pas été le cas parce qu'on a dénoncé une fois encore des accords dans ce pays parce que simplement, on n'a pas pris en compte les réalités à la base. C'est-à-dire, il fallait laisser les gens franchement se retrouver dans les localités respectives, signer les alliances avant de répercuter ça au sommet. Mais malheureusement, ça a été le contraire. Les partis politiques, les politiciens se sont retrouvés au sommet ici pour imposer des accords alors que ça ne collait pas à la réalité. Ce qui est arrivé à M. Makanera, qui n'a que juste 2 ou 3 petits conseillers du côté de Bokeh, il est frustré parce que simplement, il veut aussi, à l'image des Mouktar, des Abakar Silla qui ont accepté, en tout cas qui sont fait remorquer par l'UFDG pour devenir ceux qui sont aujourd'hui. Puisqu'il n'a pas eu cette chance avec Bokeh, je crois que c'est pour ça qu'il est frustré. Mais tout le monde sait que Makanera d'ailleurs, qui est venu sa façon de venir dans l'opposition et tout le monde avait attiré l'attention de, en tout cas ceux qui étaient dans l'opposition pour dire tout métal qui brille n'est pas de l'or. D'accord. Makanera n'était pas un véritable opposant et tout, c'est quelqu'un, c'est vrai, il était frustré quelque part et tout, vous savez. Top. C'est une top. On disait quelque part que c'est une top. On va écouter Ndoye Cheikh Sadibou sur la même question. Mais la frustration une fois encore de M. Makanera vient du fait qu'il a perdu franchement l'exécutif du côté de Bokeh. Avec 2 conseillers et tout, si les gens se retrouvent là-bas, c'est-à-dire il y a une alliance entre le RPG et l'UFDG parce que c'est les réalités locales qui priment sur les accords ici. Je crois qu'il n'y a pas à se fâcher. Mais vous savez, rester dans l'opposition, c'est une valeur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que le fauteuil de l'opposition est rugueux. C'est pas comme au pouvoir où vous partagez beaucoup de choses. Donc, une fois encore, je crois que Makanera, qui se disait griot de l'UFDG de Selou, aujourd'hui, quand il dit que non, il n'est plus porte-parole, il n'est plus le griot de quelqu'un, ou en tout cas, il ne va pas mourir pour quelqu'un, moi, personnellement, ça ne me surprend pas. D'accord. Ndoye Cheikh Sadibou, sur la même question. Juste une remarque. Est-ce que vous êtes surpris? Oui. On ne peut pas me dire dans ce studio que Makanera n'avait pas son véhicule administratif. Je suis désolé. Makanera avait bel et bien son véhicule administratif que l'autre même lui l'a laissé, lui a cédé le ministre Pogomou, je pense. Oui, qui avait de couleur bleue. On a vu la voiture.
La voiture là a été donnée après à Makanera. Quand il a quitté... C'est pas une question de attendez, véhicule, mais juste attendez. les frustrations. Oui, les les motifs de frustrations. frustration de Justement, je M. voulais juste Makanera. apporter un C'est éclaircissement voilà. par rapport à ça. Ok, C'était continue. une parenthèse Voilà. que j'ai ouverte, je la referme. Maintenant, parlons des 500 millions. Ça ne date pas. Tout ce divorce entre le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, et les autres leaders politiques est venu de là. Voilà. Ce n'est pas seulement Makanera d'ailleurs. Ah, mais on a vu à un moment donné. c'est de Attendez, je vais Makanera, on terminer. parle aujourd'hui. Bon, vous voyez, c'est mon temps d'antenne, je vais expliquer. Alors, on a vu à un moment donné, avant même Makanera, il y a eu le cas de Abakar Silla. Il y a eu le cas de Jean-Marc Teliano. Il y a eu le cas de Mourtal. Il y a eu le cas de tout récemment de comment on appelle ça, Milimono, le président des BL. Donc je pense que ça n'a pas commencé avec Makanera. Maintenant, si par ce geste qui a été fait, parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il devrait recevoir, ce qui est tout à fait normal à partir du moment où il fait partie du cabinet du chef de file de l'opposition, c'est tout à fait normal que lorsque les 500 millions sont donnés, que quelqu'un qui est membre du cabinet du chef de file de l'opposition puisse recevoir son dû, pour recevoir son salaire chaque fin du mois, parce que les 500 millions sont donnés. Mais il ne faut pas oublier aussi, quelque part, parce que nous avons entendu le chef de file de l'opposition lui-même dire à un moment donné qu'il faisait 3 ou 4 mois, les 500 millions n'étaient plus encore reçus. Alors, est-ce que si les 500 millions ne sont pas reçus, il est possible de donner aux différents membres du cabinet? Je dis non. Si l'argent est donné, je ne vois pas de problème pour pouvoir donner à Makanera. Sinon, c'est tout à fait normal lorsque les 500 millions sont payés au chef de file de l'opposition, étant quelqu'un qui est membre du cabinet du chef de file de l'opposition pour qu'il puisse rentrer en possession de son salaire. Je ne sais pas si c'était quelque chose de 50 millions, je ne connais pas la somme exactement, mais c'est tout à fait normal. Seulement que, bon, je ne sais pas, voilà. Seulement que ça faisait des mois que ces 500 millions n'étaient pas encore reçus. On a entendu le président Cellou Dalein Diallo de l'UFDG le dire, je pense, sur les antennes de radio privée de la place. Alors tout ça là, je suis d'accord que ce soit des frustrations qui peuvent amener le président du parti, je ne sais pas, quelque chose NP, je ne maîtrise pas, Makanera, à pouvoir bouder. Alors ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de façon générale, je dis bien, de façon générale qu'on ne fait pas la politique en Guinée avec conviction. La politique est devenue une sorte de business. Oui. Lorsque vous voyez vos intérêts là-dedans, eh bien, vous êtes là-dedans, vous plongez. Mais pas de conviction. Ça, force est de le connaître. Je suis désolé de le dire ici, mais c'est ça la réalité. La plupart de nos leaders politiques ne font pas de la politique. Je commence par M. Boubacar Siddiq qui est là, ici et présent. Ils ne font pas la plupart du temps la politique par conviction, mais ils font ça parce qu'il y a des business. Quand il y a l'argent, on plonge la tête. S'il n'y en a pas l'argent, on retire la tête. Mais il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose quand même. Moi qui me tique, il y a quelque chose quand même qui me tique, c'est que au-delà de Makanera et avant même Makanera, il y a beaucoup qui ont quitté, il y a beaucoup de politiciens qui ont quitté. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Il y a Aboubacar Silla, l'actuel ministre des Transports. Il y a Mouktar Diallo qui a quitté cette opposition républicaine. Il y a aujourd'hui, même s'il ne le dit pas, nous le savons, c'est Marc Teliano. Marc Teliano aujourd'hui aussi a quitté cette opposition républicaine. Et nous voyons du côté de Guékédou, il a signé une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel pour avoir certaines circonscriptions. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a quelque chose, il y a un vent il y a quelque chose qui mine aujourd'hui cette opposition républicaine? Non, la politique quand même, il faut le dire, c'est un jeu d'intérêt, ça, qui confond. Voilà, c'est là-bas. Mais je crois que d'abord, la première chose, comme l'a dit M. Ndoye, quand on doit faire de la politique, on doit avoir des convictions. Je crois que les gens sont dans l'opposition républicaine parce qu'il y a des valeurs en commun qu'ils partagent. S'ils ne partagent pas ces mêmes valeurs, mais je crois que les gens ne seront pas là. D'ailleurs, on comprend par là que si Makanera évoque le budget du chef de file de l'opposition, ce qui a fait qu'on l'a débarqué de l'autre côté pour venir partager ça avec le chef de file de l'opposition, je crois que c'est vraiment c'est une aberration, c'est la moindre chose qu'on devait vraiment faire. Donc d'abord, Makanera, c'est un poids plume, ça il faut le dire au niveau de l'échiquier politique et tout. Du côté de Bokeh, où il est frustré parce que simplement, on n'a pas pu avoir les conseillers. Il n'a pas pu avoir les conseillers de l'UFDG à sa cause pour biguer la mairie. C'est tout le problème. Donc je crois qu'une façon aujourd'hui de chercher à dire que non, attention, Alpha est bon, moi je suis d'accord avec Alpha, c'est le RPG, je n'étais pas d'accord et tout. Makanera, une fois encore, avant qu'il ne devienne ministre, il n'avait rien, il n'était rien dans ce pays. Mais une chose, Bari Mamadou, je pense que ça, c'est pas un argument, parce que nous le savons, presque la plupart des politiciens guinéens, nous les voyons
La Guinée doit faire un peu comme le Sénégal. Nous les voyons. Il faut qu'on vote une loi pour la transhumance politique. Nous avons vu des gens ici qui n'étaient rien dans la rue, mais par après, dès qu'ils commencent à arpenter, disons, les escaliers politiques, ils deviennent quelque chose, ils deviennent même intouchables. Moi, je ne pense pas que cela soit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, la question que je me pose, c'est du côté de l'opposition républicaine. C'est vrai, du côté de la mouvance, il y a beaucoup de défections. Ça, il faut le reconnaître aussi. Mais du côté de l'opposition républicaine, il y a aussi des défections. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une refonte du système, comment on appelle ça, du paysage politique guinéen? Parce qu'il y a des partis politiques aussi qui naissent. Vous n'êtes pas sans savoir que Aluseni Makanera Kake. Bonsoir, monsieur Kake. Bonsoir. Vous êtes sur Sabari FM 97.3. La première question, Barry Mamadou. Monsieur Makanera, d'après certaines choses, vous êtes un peu frustré du côté de Bokeh parce que simplement l'UFDG n'a pas accepté de voter pour vous. C'est pour ça que vous êtes frustré aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous savez, oui, on vous suit. Je ne me bats pas pour être maire simplement. Je me bats pour des valeurs partagées avec l'UFDG et tous les autres membres de l'opposition républicaine. Je suis frustré, c'est du fait du double langage ou tout simplement de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, on appelle aux gens de manifester parce qu'à Kindia, selon eux, les accords n'ont pas été respectés et il y a eu des écarts de langage pour dire que telle et de telle communauté ne doit pas être maire. Mais la même chose a été soutenue par l'UFDG à Bokeh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été soutenu par l'UFDG à Bokeh? D'abord, nous avons dit que personne ne doit soutenir le RPG Arc-en-Ciel. Mais c'est l'UFDG qui a élu le maire RPG Arc-en-Ciel de Bokeh. Et les gens du RPG Arc-en-Ciel, selon mes sources, je le mettrai au conditionnel puisque je n'ai pas vérifié, mais il a été dit qu'un Ndiakanké ne pouvait pas être maire là-bas parce que le candidat de l'UFR était un Ndiakanké. Et malheureusement, l'UFDG a soutenu cette équipe qui avait dit ça selon les gens. Et pour preuve, moi j'étais élu sur une liste avec une personne. Quand il était question de donner une place pour ma liste, on a donné à celui qui est derrière moi, parce que lui il s'appelle Kumbasa, moi je m'appelle Makanera. Et sans passer par moi. La différence, Kumbasa Kake. Et sans passer par moi, alors que je suis leur allié ici. Monsieur Makanera, la différence, Kumbasa Kake, la différence c'est quoi? Non, bon, comme vous êtes journaliste, vous-même, vous pouvez mener vos enquêtes. D'accord. Ce qui veut me dire, si c'est qu'on m'a dit, si c'est pas vrai, ça se rapproche de la vérité. Sinon, je ne vois aucune logique. L'UFDG qui est mon allié ici, avec qui nous avons fait toutes les péripéties jusqu'à l'organisation des élections, puisse négocier avec quelqu'un qui est élu sur ma liste, tout en sachant c'est moi qui ai financé presque à 100% cette liste. Même la caution, personne n'a donné 1 franc. Et que cette personne soit non seulement cooptée par l'UFDG et qu'elle soit même élue 2e vice-maire sur mon dos sans que je ne le sache, ça pose problème. Ça veut dire que, M. Makanera, ça veut dire quelque part vous-même, vous ne maîtrisez pas les gens avec lesquels vous évoluez dans votre propre formation politique, c'est ça? Parce que les jeux d'alliance, les jeux de corruption... D'abord, je vais vous dire 2 choses. La première, je ne suis pas parti avec mon parti politique. Je suis allé avec une liste indépendante. Deuxièmement, il n'y a personne qui maîtrise tous les gens qui sont avec lui. Je peux garantir ma maîtrise, mais même mon enfant, je ne peux pas garantir qu'il ne fait pas ça. Donc ça, c'est des questions qu'on ne pose pas même. C'est le fait qu'il soit en relation avec mes alliés, c'est ce que je n'ai pas compris. D'accord, M. Makanera, maintenant pour le cas de Bokeh, vous êtes frustré, vous êtes très fâché, mais vous restez toujours allié à l'UFDG?
Oui, je suis toujours membre de l'opposition républicaine. Vous savez, c'est pas par rapport à la mairie. Peut-être que vous n'avez pas compris la profondeur de mon message. Mon problème, c'est le fait que nous nous battons contre l'ethnostratégie. Nous nous battons contre l'injustice. Nous nous battons contre la dictature. Nous nous battons contre l'exclusion. Et c'est pourquoi nous avons dit il faudrait que cette opposition soit une alternative pour faire 2 hommes libres. Celui qui est oppressé aujourd'hui puisse être rétabli et avoir la plénitude de ses droits. Et celui qui est oppresseur abandonne sa seule besoin, sa seule besoin. En ce moment, on a 2 hommes libres. Mais notre volonté, c'est pas de faire l'opprimé aujourd'hui, l'oppresseur de demain, et l'oppresseur d'aujourd'hui, l'opprimé de demain. Si c'est ça, ça ne vaut pas la peine de se battre. Et c'est à cause de effectivement, de tout ce que vous venez d'expliquer que vous n'étiez pas hier à la marche de l'opposition républicaine. Absolument, je ne me reconnais pas dans ce combat, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on dénonce. Lorsqu'on a fait la même chose ailleurs, lorsqu'on soutient la même chose, mais on dénonce quoi? Alors, monsieur le ministre, vous voulez dire mais que... ici, notre problème, je ne sais pas, ça dépend de quoi, mais dès qu'il y a un problème, c'est le faible qui a tort, c'est lui qui a trahi. Quand Jean-Marc Teliano dit « je signe avec le RPG », tout le monde a dit Jean-Marc Teliano a trahi. Mais quand l'UFDG vote pour un candidat, pour un maire RPG à Boké, personne ne dit qu'elle a trahi. Mais quand même, pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Mais pourquoi vous n'avez pas pris en compte les réalités du terrain? C'est-à-dire à Boké, l'alliance normalement devait se passer entre les conseillers, ils se connaissent suffisamment à Boké. C'est-à-dire il y a des alliances, il y a beaucoup de choses qui arrivent au lieu de parachuter. Les conseillers ne se connaissent pas. À Kindia, ils ne se connaissent pas. Et justement, vous voulez faire un cas particulier pour les communes. C'est le même ville, c'est le même pays. Voilà. C'est ce que le secrétaire fédéral de l'UFDG a dit à Boké. Mais j'ai dit, il ne faut pas qu'il insulte l'esprit des gens. Nous avons fait ça, c'est pour le développement local. Mais ce qu'ils ont fait à Djekedou, c'est le développement extraterrestre. Monsieur le ministre, c'est pas aussi local. Monsieur le ministre, vous voulez dire que l'UFDG donc a refusé quelque chose quelque part, je veux dire, dans une localité donnée, telle que Kindia par exemple, et accepter la même chose dans une autre localité, à Boké, comme vous venez de le dire. Oui, c'est ce qui m'a choqué. Ah, d'accord. M. Makanera, et votre poste de porte-parole au sein de l'opposition républicaine, qu'en est-il? J'ai renoncé formellement à ce poste-là. Est-ce que cela est officiel? Vous avez fait un écrit? Non, je n'ai pas reçu un écrit pour dire que je suis porte-parole. C'est pourquoi je n'ai pas fait un autre écrit pour dire que je ne le suis pas. On m'a dit dans la bouche, moi aussi j'ai dit dans la bouche, je ne veux plus. D'accord, monsieur Makanera, nous apprenons que vous comptez signer alliance aussi avec votre frère Mamadou Sylla de l'UDG. Est-ce que cela est vrai? Vraiment, les gens ne comprennent rien. J'ai dit aux journalistes de corriger. Moi, je n'avais même pas alliance. Les gens disent que j'ai quitté l'UFDG. Mais je n'ai jamais appartenu à l'UFDG. Je suis président d'un parti. Je vais à l'UDG comment? Oui. J'ai une alliance électorale avec le seul parti, c'est le parti groupe. Je lui ai dit tout simplement, maintenant, là, je vais chez mon grand frère Mamadou Sylla. Lui, il va écrire là-bas que je vais... Certains ont dit que j'ai intégré l'UDG. Donc j'étais parti voir Mamadou Sylla pour échanger avec lui. Comme ça, je n'ai pas eu le temps avec lui, je suis revenu. D'accord. Monsieur Makanera, bon, on apprend aussi qu'il y avait des privilèges liés à ce poste de porte-parole de l'opposition républicaine et que vous-même, vous receviez à chaque fois qu'on donnait de l'argent au chef de file de l'opposition, vous aviez droit à 10 millions. Et que c'est à partir du moment où, vraiment, le président de la République, la présidence a arrêté de payer les 500 millions au chef de file de l'opposition et que lui aussi, vous a bloqué automatiquement, que c'est d'où est venue alors votre frustration. Est-ce que c'est une réalité? Je vais vous dire 2 choses. Je suis venu à l'opposition républicaine, il n'y avait pas le budget de chef de file de l'opposition. Parce que ça me fait 2 ans et quelques que je suis dans l'opposition. Et le budget du chef de file de l'opposition n'a pas fait 1 an, à ma connaissance. Il n'a pas gagné régulièrement. Deuxièmement, si je cherchais l'argent, moi je sais où trouver l'argent. Si c'est le poste, je sais qui donne le poste. Je ne vais pas partir à l'opposition pour aller dire que
je cherche l'argent. C'est vrai que j'avais... Mais c'est de là-bas où on vous a renvoyé. J'étais rémunéré. Mais vous étiez au gouvernement. Le porte-parole de l'opposition. Attendez, je vais vous faire mais c'est quand vous avez été limogé du gouvernement que vous êtes arrivé dans l'opposition. Mais est-ce que tous ceux qui sont limogés sont venus dans l'opposition? Non. Il y a combien qui sont venus? Tous ceux qui Donc sont... il n'a pas dit que vous êtes limogé, vous êtes obligé obligatoirement de venir dans l'opposition. Vous savez ce qu'Alpha m'a dit? Vous ne savez pas. Moi, il ne m'a pas jeté dehors. Il est venu, on a discuté avant de me dire tu vas partir du gouvernement. Mais il m'a proposé autre chose. D'accord. Allez-y dans vos explications par rapport au... Donc, j'étais effectivement rémunéré en tant que conseiller du chef de file de l'opposition, mais pas en tant que porte-parole. Il n'y a pas un salaire ou une prime pour ça. Je voudrais que cela aussi soit clair. D'accord. Merci, Aluseni Makanera Kake, d'être intervenu sur Sabari FM. Le plaisir est partagé. Chers confrères, vous venez d'écouter Aluseni Makanera Kake. Juste une phrase avant qu'on entame le débat avec notre invité parcours. Je crois qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire tout de suite. Il dit, avant qu'il ne quitte, en tout cas avant qu'Alpha ne le fasse partir, quand il a annoncé pour dire que tu ne seras pas parti, il est venu pour une mission dans l'opposition républicaine. Ça doit être clair pour tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ceux qui l'accusent pour être quelque part une top du gouvernement, je crois qu'il a été assez clair à ce niveau parce qu'il dit, Alpha, je vais t'envoyer dans une autre mission. Donc c'est lui-même, heureusement que c'est lui qui l'a dit. Qu'on lui proposait quelque chose, ça pouvait être des postes. On lui proposait un autre poste. Que s'il cherchait des postes, il savait là où trouver. Et s'il voulait de l'argent, il savait qui donnait le poste. Il ne faut pas altérer. Peut-être que vous analysez. Voilà. Vous savez, il est en train de faire des efforts. C'est sa compréhension. Il est en train de faire des efforts. Je crois que Makanera est en train de faire assez d'efforts aujourd'hui pour revenir dans les jurons du gouvernement. Est-ce qu'il a besoin de faire des efforts pour revenir au gouvernement? D'autant plus que ce gouvernement aujourd'hui a besoin d'un bon communicant. Rappelez-vous, Ndoye Cheikh Sadibou, parce qu'il faut le rappeler, rappelez-vous que depuis le départ de Aluseni Makanera Kake de ce gouvernement, et je crois aussi de Albert Damantan Kamara, qu'on me le rappelait tout à l'heure, hors micro, il y a Aboubakar Silla qui est venu, mais lui, il ne joue pas le même rôle que Damantan. Lui, c'est juste le Conseil des ministres, le contrat du Conseil des ministres. Effectivement, M. Diallo, c'est le lieu même de signaler cela également au niveau de la communication du gouvernement. Et entre parenthèses, il y a un problème à ce niveau parce que déjà, Aboubakar Silla est nommé ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Mais aujourd'hui, ministre de la communication, autant pour moi, ministre de l'information, des transports. Autant pour moi. Ministre des transports, et il est le ministre des transports et porte-parole du gouvernement. L'autre, Amara, son pari est ministre de la communication, mais il n'est pas porte-parole du gouvernement. Mais aujourd'hui, je crois, hier, les éléments, l'équipe de la cellule de communication du gouvernement était même reçue, je crois, en audience, c'est le ministre Amara hier, pour aller lui présenter non seulement l'équipe de la communication, tandis que Aboubakar Silla, qui normalement, parce que quand Albert Damantan était là, c'est lui qui gérait, c'est lui qui coordonnait, c'est lui qui gérait la cellule de communication du gouvernement. Mais aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a un conflit de compétences entre Amara Sompare, qui est le ministre de la communication, et Aboubakar Silla, qui est le porte-parole du gouvernement. Donc, à ce niveau, et même les communiqués officiels du gouvernement par rapport à ces événements, je crois c'est Amara Sompare qui rédige et qui communique là-dessus. Pas plus tard qu'hier. Hier, il a fait la même chose. Et encore hier, il a reçu officiellement, je crois, en audience, les éléments, l'équipe de la cellule de communication du gouvernement dans ce cas. Et pourtant, on n'a pas eu une communication officielle du gouvernement pour dire, attention, maintenant là c'est Amara. Soit c'est Amara qui est le chargé, qui est le porte-parole du gouvernement, soit c'est Aboubakar Silla. Et si c'est Aboubakar Silla, normalement c'est lui qui devait coordonner la cellule du gouvernement, la cellule de communication du gouvernement. Mais aujourd'hui, on constate un conflit de compétences entre M. Aboubakar Silla et Amara Sompare aujourd'hui, M. Macky Sall. D'accord. C'est votre analyse, mais est-ce qu'il y a conflit de compétences, d'autant plus que les deux personnes rendent toujours compte des activités du gouvernement? Peut-être que c'est le gouvernement qui a voulu ainsi. Ndoye Cheikh Sadibou. Bon, moi je sais. Juste après. Je voulais juste parler du cas de Makanera. Je ne pense pas que je ne dirais pas qu'il n'était pas top dans l'opposition républicaine, je ne le dis pas. Mais Makanera, je pense qu'il est clair dans ses propos. Il dit que c'est pas tout le monde qui démissionne du gouvernement ou qui est limogé du gouvernement qui vient dans l'opposition. Là, on est d'accord. Et donc, si c'était le cas,
et qu'il voudrait rester avec le président Alpha Condé. Quand il a été limogé, le président lui a signifié ça et lui a proposé de l'amener ailleurs, chose qu'il n'a pas acceptée, certainement. Et ce qui l'a amené à opter pour faire son entrée dans l'opposition. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, contrairement à ce que Barry venait de dire tout à l'heure. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une question de leadership entre Amara Somparé et Boubacar Silla. C'est une question, moi je me dis, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, c'est une question de méfiance. Parce que Boubacar Silla, certes, c'est une question de business. Je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit politique ou gouvernement, c'est une question de business. Boubacar Silla a duré dans l'opposition, il vient dans le gouvernement Alpha Condé, il faut se méfier, il faut l'observer, il faut l'étudier. Il ne peut pas venir et qu'on lui confie automatiquement, directement cette histoire de porte-parole là. Bon, peut-être que c'est pas le nom de façon formelle, mais au fond, ça ne sera pas le cas parce que il a quitté d'un bon politique pour être dans le gouvernement. Et tenez-vous bien, tout ça là aussi, ça peut être la politique du président Alpha Condé pour faire plus mal à celui d'Alain Diallo, qui est le chef de l'opposition, pour nommer non seulement son ancien porte-parole, ministre d'État, mais aussi porte-parole de son gouvernement. Nous avons comme invité parcours Boubacar Sidiki Diallo. Il est juriste, consultant, ancien député. Il est le président d'un parti politique. C'est l'Union pour un mouvement populaire UMP. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir. Dites-nous, depuis quand votre parti politique existe? L'UMP a été créé en 2014, le 26 mars, et il a été agréé le 3 juillet 2015. D'accord. Bien avant l'UMP, est-ce que vous aviez des expériences politiques? Est-ce que vous étiez déjà frotté avec d'autres formations politiques de la place? Ah oui, je rappelle que nous avons fait partie de l'une des premières équipes, sinon la première équipe jeune qui a créé un parti politique ici, d'obédience libérale, et en 2008, c'est le 22 janvier 2008, et j'ai appartenu à cette formation que j'ai représentée au sein du Conseil national de la transition, qui nous a permis d'amener la transition, donc de rédiger la Constitution, le Code électoral et les lois organiques fondamentales pour nous permettre de revenir à l'ordre constitutionnel. D'accord. Comme d'habitude chez nous ici, dès que vous créez un parti politique, directement les gens commencent à se demander, il appartient à gauche ou à droite, vous êtes de l'opposition républicaine ou bien vous êtes affilié à la mouvance présidentielle? Il est de l'opposition républicaine et moi je voulais lui poser la question. Non, je souhaiterais que cela sorte de sa bouche, Abakar Condé. Allez-y. En Guinée, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Il faut que les gens sortent dans les plagiats. Monsieur Diallo, il y a quand même la mouvance, il y a des partis affiliés à la mouvance. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. Vous savez, gauche et droite, c'est une histoire politique dans d'autres pays. On a fait quelque chose. Très bien. Oui. Donc, nous sommes un parti politique de l'opposition. Et pour l'instant, nous sommes membres de l'opposition républicaine. Et hier, vous étiez dans la rue? Non, hier, je n'étais pas dans la rue. Et pourquoi? Vos militants non plus n'étaient pas dans la rue. Bon, le parti UMP n'a pas décidé de donner les instructions pour qu'on descende dans la rue. Pour qu'on y descende, il faut avoir une habilitation de l'Assemblée générale. Est-ce que vous aviez participé? Et qui n'a pas plané sur un ordre du jour nous permettant de descendre dans la rue. Mais nos alliés ont décidé de descendre dans la rue. Vous étiez de cœur avec eux? Ils ont réclamé des choses qui pensent être vraies. Et donc, c'est leur droit. Ils sont citoyens. Ils ont parfaitement la faculté de descendre dans la rue parce que c'est constitutionnel. Voilà. Oui. Et depuis que l'UMP, disons, existe, il n'a pas encore josé sa popularité sur le terrain, c'est-à-dire participer à une élection. Le niveau représentatif de l'UMP, le niveau surtout, ils n'ont pas participé encore à une élection, qu'elle soit nationale ou pas, en République de Guinée. Vous posez la question ou vous affirmez? Posez la question. Ah ok, d'accord, ça va. Je comprends très bien le français. Alors, l'UMP a participé aux élections communales. Nous avions un candidat à Matoto. D'ailleurs, ça m'étonne que l'un des plus grands organes de presse du pays ne soit pas informé que l'UMP avait un candidat en la personne de Mohamed Kallo, dont la campagne était quand même soutenue, médiatisée fortement. Oui, je l'ai vu. Donc, nous avons présenté le plus jeune candidat du pays. Cela aussi était tellement
décalé, que c'était très visible. Et également, on a dans notre communication seulement à Matoto parce que à l'intérieur, à l'intérieur, non, on a soutenu une liste indépendante à l'Abbé. Le parti est implanté à l'intérieur aussi? Même à l'extérieur. Le parti est implanté en Guinée, en Europe, en Asie. Et d'ailleurs, il a fait une activité en Europe qu'aucun parti politique guinéen n'a eu à faire. Laquelle? C'est-à-dire que nous avons invité des membres du gouvernement européen à venir rencontrer. C'est large ça. Auprès membres du gouvernement de l'Union européenne. Non. Vous avez dit le membre du gouvernement européen. Nous avons en 2014, en 2015, nous avons invité le ministre de la Mobilité de Belgique et qui était l'ancien directeur du CGRA, c'est-à-dire cette instance du gouvernement belge qui donne des documents de séjour aux étrangers, à venir au sein de la communauté guinéenne qui totalise 15 000 personnes vivant guinéens établis en Belgique, donc pour venir discuter des problèmes d'intégration et de réinsertion de la communauté guinéenne. Je pense qu'aucun parti politique guinéen n'a eu à le faire. Et ensuite, on a obtenu l'invitation du même ministre en retour aussi de la communauté guinéenne à venir aussi à son cabinet pour discuter de ça. Je voulais poser une question, si vous permettez, Barry. Est-ce que c'est pas parce que M. Diallo, en tant que président de l'UMP, vous passez plus de temps en Belgique qu'à Conakry, contrairement à d'autres leaders politiques qui passent plus de temps à Conakry qu'en Belgique? Si vous dites que vous avez fait quelque chose qu'aucun parti politique n'a fait sur l'échiquier international avec ce compromis, ou disons ce que vous avez obtenu du ministre de la Mobilité belge, est-ce que vous ne pensez pas, c'est compte tenu que vous-même en tant que président du parti l'UMP, vous passiez plus de temps en Belgique qu'à Conakry? Alpha Condé a fait 50 ans en France, il est venu devenir président en Guinée. Passer plus de temps à l'extérieur ne veut pas dire que... Vous remerciez, vous me posez une question, souffrez d'écouter la réponse. Passer plus de temps à l'extérieur ne suppose pas que vous êtes censé faire plus d'activités là-bas que chez vous. Sinon... L'activité la plus intense dans un pays, c'est de briguer la magistrature suprême et de l'obtenir. Qu'est-ce que je veux dire? Non, ça ne justifie pas cette activité-là. Ça veut dire que nous évaluons. Tout à l'heure, il a dit que les politiciens, il m'a même cité, que les politiciens, ils se battent que pour l'argent, le poste. Mais depuis qu'on a commencé l'émission à 16h07, il est 16h49, on n'a pas parlé de la Guinée. Et vous, les journalistes, c'est vous qui dites encore que votre sacerdoce, c'est de servir les citoyens. Mais tout ce que vous avez dit ici, c'est Makanera, les politiciens, des choses qui ne font pas avancer le pays. C'est parce que le débat s'articule autour de l'actualité. Si vous souffrez de m'écouter, votre temps d'antenne, j'étais très sage. Moi, ce que je suis en train de vous dire... C'est une attaque, c'est parce que le débat s'articule autour de l'actualité. Ce que je suis en train de vous dire... Ce que je suis en train de vous dire, c'est facile de juger quelqu'un. En 2 mots, vous arrivez à le mettre hors de lui. Vous avez vu mon frère Sadibou est tellement remonté. Non, je dis que c'est une attaque. Non, je suis pas remonté. Il se sent déjà à la défensive alors que... C'est mon tempérament. Excusez-moi, oui, votre tempérament, il est chaud, c'est le même. Je vais vous dire une chose. Le constat que j'ai dit, il y a tous les Guinéens qui nous écoutent, d'ici et d'ailleurs. Ce que j'ai dit est vérifiable. Si vous reprenez le temps d'antenne, vous reprenez à écouter l'émission, on n'a pas parlé de la Guinée. On a parlé de... Excusez-moi, on a parlé de Makanera, on a parlé de ceci, de cela. On veut un débat qui nous fasse avancer dans ce pays-là. Et lorsque on a initié cette activité à inviter un membre du gouvernement européen pour venir écouter le Guinéen pour l'aider à régler ses problèmes, on savait exactement de quoi le Guinéen avait besoin. Quel était le problème du Guinéen? Le problème du Guinéen, c'est qu'il y a 15 000 Guinéens établis en Belgique, il y a 14 000 qui ont les papiers, il y a 2 000 qui sont dans la rue et qui vivent dans des conditions inacceptables. Donc le meilleur moyen pour nous était d'inviter un ministre à venir écouter cette communauté
et aussi marchander nos voix pour dire au ministre, vous ne venez pas nous aider parce que nous sommes des Noirs établis en Europe, mais vous avez 15 000 Guinéens votants, venez faire campagne ici, mais régler le problème des 2000. Et vous avez obtenu gain de cause. Et nous avons fait des avancées terribles. On a obtenu plus que ce à quoi on s'attendait. Parce que au-delà aujourd'hui de pouvoir dire, le ministre il a été clair, je ne peux pas donner des papiers à ceux que la justice a refusés, mais je peux me battre pour garantir que aucun Guinéen ne sera plus menotté et remis dans un avion pour le ramener de force. Oui. Ça, nous l'avons obtenu le 15 décembre 2017 à l'invitation du ministre, mais on en reviendra sur ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'un problème ou de la problématique de développement, nous visons des secteurs et nous parlons de faits, de constats et de prospection. C'est de ça notre pays a besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la pêche avance, que le Guinéen mange des revenus des fruits de la mer? C'est ça le vrai débat pour nous. Un débat d'un parti politique aujourd'hui, c'est pas dire bon, on a voté pour Paul, il est frustré parce qu'il n'a pas reçu tel million et l'autre avait une voiture bleue et c'est vrai qu'il a ça c'est la parole du politique. Non mais ça c'est la parole du politique avec des thématiques de développement. Ça c'est la parole du politique. Le Guinéen il est bien en discours. Je pense que les Guinéens en ont besoin parce que les Guinéens ont besoin de connaître exactement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, hier il y a beaucoup qui se demandaient mais pourquoi Makanera n'est pas allé sur le terrain. On le connaît et c'est pourquoi nous voulons à travers cette émission et surtout à travers le temps d'antenne qu'on lui a accordé, il a éclairé la lanterne des uns et des autres sur pourquoi il n'est pas allé sur le terrain. Oui. Je pense que vous voulez mon opinion par rapport à ça? Oui. Moi, je souhaiterais que, vous savez, la presse joue un rôle fondamental. Oui. C'est le pouvoir le plus dangereux de tout le système d'un pays, d'un État. Oui, le plus dangereux, le plus efficace, s'il est utilisé à des proportions optimum, pas diffuses ou confuses. Aujourd'hui, au lieu de poser la question pourquoi Makanera n'était pas dans la marche, pourquoi l'UMP n'a pas participé dans la marche, la seule question qui devait préoccuper les Guinéens et que les médias devaient s'accentuer, c'est quel était l'enjeu de marcher. Pourquoi il y a eu la marche? Qu'est-ce que les gens cherchent derrière cette marche? Qui est l'oppresseur? Qui est l'opprimé? Est-ce que l'opinion exprimée était conforme à nos lois? Ça. Vous pensez que les gens ne savaient pas cela? Les gens savent. Je pense qu'il y a des Guinéens qui ne savent pas. Ils ont communiqué pendant près d'une semaine. Doyen, excusez-moi de vous appeler doyen. Monsieur Diallo, il y a une chose qui reste certaine. Il y a plus de 60% de Guinéens. Tout ce qu'ils entendent dans les médias, ils prennent pour vrai. C'est clair. Dès qu'on parle, on dit ça a même été dit à la radio. Alors, imaginez que dans ce niveau bas de compréhension, vous parlez, on focalise le débat sur la présence ou l'absence d'une personne. D'autres vont aller jusqu'à interpréter, oui, la marche n'a pas réussi parce que Makanera n'était pas là. Oui, il n'était pas là parce qu'il n'avait pas raison, donc lui, il s'est retiré. Il y a des spéculations qui vont gagner et on désinforme la base. Mais si les débats portent, est-ce que la marche, elle est légale ou pas? Est-ce qu'elle est conforme à un idéal ou à une vision globale ou pas? On s'attelle au fait. Moi, aujourd'hui, j'invite parce que je vois ici la crème de la presse, vous êtes parmi le Grand Gotha. Les émissions, fondamentalement, posons la question, pourquoi le Guinéen vit dans une presqu'île, mais il est privé de poissons? Pourquoi plus de 60% de Guinéens, 70% de Guinéens se disent agriculteurs alors qu'on ne vit pas, on n'est pas autosuffisant? Et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Pourquoi on a comme 45% des réserves mondiales du bétail ruminant endémique alors que le kilo de viande est à 4 euros, à 40 000 francs guinéens. Monsieur Diallo, on va vous poser toutes ces questions et certainement que vous allez nous permettre d'avoir des réponses à ces questions. Vous êtes bien dans comprendre l'actualité
tribune de débat qui vous parvient tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 16h sur Sabari FM. Vous nous suivez à l'étranger, il suffit seulement de taper www.sabarifm.com. En Guinée et à l'intérieur du pays, c'est le 97.3. Nous avons notre invité parcours toujours assis dans ce studio. Il s'agit bien sûr de monsieur Boubacar Sidibou Diallo. Il est le président de l'Union pour un mouvement populaire UMP. Rebonsoir monsieur Diallo. Et nous étions en train de développer, disons, l'actualité dans notre pays, en Guinée. Alors, vous êtes en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous dire votre vision, votre compréhension sur l'évolution de la situation politique, sociale, économique de la Guinée? Merci encore une fois et merci aux auditeurs. Je pense que le problème que nous vivons aujourd'hui, il est né de la fraude orchestrée lors des élections communales. Bon, à cela s'ajoute aussi le perpétuel recommencement. UMP n'a pas eu de conseil? Non, on le dit parce qu'il y a un constat et une évidence qui a été établie, qu'il y a eu un tripatouillage des élections. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après les élections, le vote, il y a eu, chaque bureau de vote a fait les procès-verbaux qui ont été signés par les représentants de chaque candidat ou de liste de candidature. À ce niveau-là, il y a eu des problèmes, mais dont l'incidence n'est pas de nature à entacher tout le processus à une proportion très élevée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre les bureaux de vote et les lieux de centralisation, alors la mouvance, appuyée par les représentants de l'État, ont créé un système de fraude très esthétique. Donc, vous savez, on vous dit une enveloppe. Oui, parce que ça relève de l'esthétique. Quand c'est bien, fignolé, voilà, c'est-à-dire que la malhonnêteté était intelligemment façonnée, de sorte que c'était une première expérience en ce genre. Ils ont créé un comité de bastonnade. Parce que la loi guinéenne dit qu'une enveloppe à moitié ouverte, elle est nulle. Un procès verbal déchiré ou froissé est nul. Donc, alors, il fallait créer les conditions de nullité des procès-verbaux. Lorsque vous quittez une zone à densité reconnue fief de l'opposition, vous avez vu à Matam, on faisait la fête au président des bureaux de vote qui conduisait les procès-verbaux. Il venait, il tapait sur tout le monde, il déchirait les bulletins, ou il froissait, ou il déchirait l'enveloppe, et il remettait là, il partait. L'État n'a pas su jouer son rôle régalien de sécuriser le processus électoral. Or, lorsque votre faute entraîne une conséquence, ce n'est pas moi, la victime, qui doit être encore victime, et de la conséquence et des effets aussi de votre faute. C'est-à-dire que le fait de créer l'insécurité, ça fait que les résultats sont tronqués. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça fait que les candidats des partis qui ont gagné ne peuvent plus comptabiliser les suffrages exprimés. Et en conséquence, on dit non, puisque la centralisation a été faite. Quand on a commencé à relever ces manquements, on dit non, eux, ils vont faire la centralisation, ils vont remonter à la CENI tiendra compte. Et on a été bête et con de croire que ça va être le cas. Pourquoi vous dites bête et con? Oui, parce que toute l'opposition a laissé passer. C'est là où il fallait... Aujourd'hui, la descente de la rue aurait été commencée à ce niveau-là pour empêcher ce tripatouillage. C'est soit tous les résultats, les vrais, passaient, ou on annulait tout le processus. Mais quand nous-mêmes politiciens, on n'est pas conséquents dans nos revendications, voilà, c'est ce qui envoie. Alors, ça a été la première extraordinaire dans ce processus-là. On constate que les procès-verbaux des bureaux de vote sont substantiellement différents du résultat proclamé par la CENI. C'est-à-dire que dans un bureau de vote, si on dit l'UMP a 500 voix, la CENI proclame un résultat où l'UMP a 25 voix. Alors, ça crée des disproportions. On a vu la fraude et il y a eu des problèmes. Alors, quand on est venu, ce sont ces problèmes qui ont enfanté ce fameux accord
Et là où encore... Justement, j'allais y venir. Que pensez-vous de ces accords-là? Parce que c'est vrai, vous avez décrit la situation telle qu'elle a évolué ou telle qu'elle a commencé, mais par après, ces fameux accords dont vous parlez sont encore venus en rajouter. Oui, ces fameux accords, lorsqu'on fait des accords de dupes, ça va toujours, c'est comme si vous mettez de l'huile dans le feu. Parce qu'au moment où il faut exécuter ces accords, c'est là où on se rend compte que chacun était la dupe de l'autre. Sauf que le plus fort à ce moment-là, ou le plus rusé, va l'emporter. On ne parle plus de la loi, ni du droit, ni de la logique, ni du règlement, parce que la loi, elle est claire. Lorsqu'un citoyen vote, il faut valider son vote. Et quand ce vote est validé, il faut le comptabiliser, il faut donner aux candidats représentants chaque confiance à la proportion de ce que les citoyens lui ont confié. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, ils viennent, on sait, tout le monde sait que le vrai vote a été altéré au niveau des bureaux de vote, mais ça ne dit rien. On dit, bon, on convient, on va faire un accord. Et dans cet accord, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, bon, Paul va désister dans cette ville pour Pierre. Et surtout, X va laisser à Y. Le lieu, M. Diallo, le lieu, c'est-à-dire que c'est au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation que les gens se sont retrouvés, au lieu d'aller sur le terrain. Est-ce que là aussi, vous ne pensez pas que c'est ce qui a impacté négativement d'ailleurs Non, vous savez, on peut délocaliser une prière. De la mosquée, on peut aller à une terrasse prier, pourvu que vous dites ce qui doit être dit dans une prière. Si la loi avait été dite, même à 1000 km de la justice ou du ministère, c'est le bon droit qui aurait été dit. Une convention qui porte sur une chose illégale, elle est inexistante en droit. Il faut, en première année à la fac de droit, on vous apprend ça. Donc, s'ils viennent, ils s'assoivent, ils conviennent de faire des choses qui ne sont pas conformes à la loi, l'État est... C'est pourquoi j'ai dit on a fait une convention de dupes. Et on a été naïf d'accepter ça et sous une forme très globale. Alors que le vol était sectoriel, était ciblé. On prend le cas de Kindia. On sait que substantiellement, on a volé l'UFDG. C'est incontestable. Mais on vient, on loge ça dans un concept opposition. On dit la mouvance va laisser à l'opposition. OK? Donc, c'est déjà du flou. Et puis après, ils viennent à l'exécution de façon mécaniquement malhonnête. La mouvance a pris le concept opposition et l'a collé à un autre larron de l'opposition, mais qui n'était pas victime du vol, dont l'accord a enfanté. Donc on dit, on laisse à l'opposition, alors l'UDG est de l'opposition, on lui donne. Mais ils savent que ce n'est pas l'UDG qui a perdu les voix qui ont enfanté l'accord. Mais l'UMP avait été clair. On avait demandé à l'opposition républicaine de ne jamais passer un accord qui viole la loi. On a proposé, nous avons dit qu'en droit, tous les mécanismes sont réunis entre ce qui est devenu caduc et ce qui est vrai. La vérité établie dans un instrument était les procès-verbaux des bureaux de vote. Puisqu'à la centralisation, ils ont annulé tout ça, ils ont altéré, alors que la Cour constitutionnelle ordonne à la CENI de ne valider que les procès-verbaux des bureaux de vote, où tous les représentants sont signataires, où les véritables résultats se trouvent, pour en proclamer les résultats. Et on n'a pas daigné faire ça. Ça aurait été ça le vrai accord qui respectait le suffrage des citoyens. D'accord. Monsieur Diallo, vous êtes juriste, je vais en profiter d'ailleurs pour vous, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé? Quel a été votre regard? Vous savez, c'est très simple. Chaque élément d'une institution a ses attributions et son mode de fonctionnement. La Cour constitutionnelle n'a comme attribution légale que d'être la gardienne de la Constitution, c'est-à-dire de dire si une loi est conforme à la Constitution, donc, et aussi de connaître les contentieux nés des élections. C'est tout son travail. Elle ne peut pas juger les faits, elle ne peut pas juger du droit, outre que le droit constitutionnel. Tout acte qu'il poserait dans ces conditions-là est illégal et injuste. Alors, si ils disent que le président de leur président a fait une mauvaise gestion, a fait ceci et cela, il faut qu'il y ait une instance judiciaire habilitée à le faire pour le mettre dans les liens de culpabilité.
C'est pas la vindicte populaire. La Guinée en a cette Mais instance. la Cour suprême est là pour ça. C'est elle seule qui connaît les crimes et délits dont sont justifiables les membres de la Cour constitutionnelle. Sauf qu'on ne l'a pas entendu. Terre à terre. Et c'est pas prononcé. Elle ne parle pas comme un journaliste. On lui pose la question. Votre sonnerie va beau être ici. Personne ne dira que mais la sonnerie m'a vu passer, elle n'a pas sonné. Il faut l'appuyer. La Cour suprême doit être saisie. Et lorsque un membre de la Cour constitutionnelle a commis un délit ou un crime, vous savez c'est quoi délit ou crime? C'est comme si vous mettez la main entre la terre et le ciel. C'est-à-dire tout ce qui est compris entre les deux. Ça ne peut pas être moins qu'un délit, ça ne peut pas être plus qu'un crime. Parce que tout ce que l'homme fait de plus grave, c'est d'enlever la vie à un autre homme. Oui. C'est ça le crime. Donc, c'est-à-dire la faute soit petite ou grande, les membres de la Cour constitutionnelle sont jugés par les membres de la Cour suprême. Ça n'a pas été le cas, donc tout ce qui suit est nul. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'acte nul. Si vous faites quelque chose qui est illégal, tout ce que cela enfante est illégal. C'est pourquoi j'avais demandé au ministre de la Justice de nous dire si la Constitution n'est pas légale, alors même son président pose des actes illégaux. Oui, d'accord. Voilà. Je le disais tout à l'heure, vous êtes juriste, consultant, ancien député, mais aussi politicien. Vous êtes à la tête d'un parti politique, c'est l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. Alors, quel est le programme de société brièvement, de ce voilà, parti politique? C'est déjà c'est je sais que c'est un peu plus comme vaste, on le dit, c'est bateau. Mais en résumé, l'UMP s'est donné si vous voulez le devoir d'ouvrir le débat dans un cadre de développement. Et pour qu'on parle de développement, c'est pas les hommes, c'est pas les événements, c'est des secteurs. Oui. C'est ouvrir le débat sur la réforme et le développement des secteurs. Qu'est-ce qu'il faut pour l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faut pour l'élevage? Qu'est-ce qu'il faut pour l'éducation? Qu'est-ce qu'il faut pour la pêche? Vos secteurs privilégiés, c'est il y a des secteurs prioritaires, naturellement prioritaires. Nous sommes ici dans un pays qui est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Et aujourd'hui, on est en train de s'acheter à une dimension très grave. D'après des études qui ont été faites par un cabinet international affilié au système des Nations Unies, 50 ans après aujourd'hui, si nous continuons le rythme des coupes de bois à la même vitesse, la Guinée va manquer même d'une goutte d'eau. C'est-à-dire que tous nos cours d'eau vont s'assécher et on n'aura plus de source. Peut-être qu'il ne restera que la mer parce qu'elle ne peut pas la sécher avec les coupes de bois. Donc ça veut dire quoi? Un politicien qui dit je veux diriger ce pays, je peux apporter des solutions, c'est de pouvoir savoir que ça a un enjeu et de réveiller les populations vers cet enjeu-là. Ça, c'est ça notre devoir, c'est de dire aux Guinéens, il y a plus que le poste de président. Réfléchissons ensemble sur notre devenir. On doit laisser des enfants et des enfants et des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, mais si on continue à couper le bois demain qui n'est pas l'eau pour vivre, c'est des problèmes. Si on n'a pas la forêt, on va construire tous les barrages de la planète. Tous les barrages qui existaient au temps de Sékou Touré, c'était tenant compte des études qui prévoyaient la pluviométrie et les réserves d'eau. À ce moment, la Guinée était château d'eau de l'Afrique occidentale. Mais ces mêmes barrages vont être construits aujourd'hui pendant qu'on a perdu 80% de notre potentiel énergétique ou hydraulique. Alors ça enfante quoi? Pas de l'électricité. Peut-être ça va être des monuments pour touristes. Donc il faut que les politiciens aient cette perception. Et nous, notre vision, c'est ça. Nous sommes dans la basse-côte, mais combien de citoyens ont accès aux poissons? Voilà. Même les vieux bagas aujourd'hui ont peine à avoir leur petit bonheur parce que le jeune baga qui rentrait à la mer prendre le poisson en 5 minutes, aujourd'hui, il faut un bateau chinois. Toute une journée. Il faut un bateau chinois qui accepte de déverser. Justement, et quelle est l'activité toute proche, c'est-à-dire la prochaine activité de l'UMP? La toute prochaine activité de l'UMP, c'est de travailler sur un éventuel enrôlement de tous les Guinéens sur le fichier électoral. Tout le temps, les politiciens, on vous dit, on va faire le toilettage. Tous les Guinéens au maximum possible.
tout le temps, on vous dit, on fait des accords, on va faire le toilettage du fichier électoral, on va laver. Des fois, vous avez l'impression que le fichier électoral, c'est votre garçon qui est revenu du foot et qu'il faut amener aux toilettes pour laver avec de l'eau. C'est aberrant. Alors qu'aujourd'hui, regardez combien de Guinéens sont sur la plateforme, combien sont sur Internet. 80% des jeunes sont sur Facebook. OK? Et on peine à enrôler 40% de Guinéens dans un fichier informatique. C'est qu'il y a une mauvaise foi. Nous sommes en train de mettre en place une équipe de techniciens qui vont créer un concept que nous allons vendre pour dire aux Guinéens, tous ceux qui ne sont pas malhonnêtes doivent utiliser la technologie pour enrôler le maximum de Guinéens et avoir le suffrage du maximum de Guinéens. Regardez le déficit. On est avec un président qui n'a pas 40% des Guinéens. D'accord? Et qui a le pouvoir, avec un chef de file de l'opposition qui a plus de 50% des Guinéens et qui n'a pas le pouvoir. Donc ils vont faire quoi? Ils vont se combattre tout le temps et le pays va où? C'est ça le problème. D'accord. Merci M. Diallo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et surtout de répondre à nos questions. Merci. Je pense que ce n'est qu'une prise de contact. On se reprendra dans la même émission ou dans une autre émission, mais sur la même radio, sur les mêmes antennes. La conduite technique était assurée par Abouakar Kamara. Au cadrage, Fodé Fatoya Kamara et Lamine Sissi. On se reprend demain, Inch'Allah. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle.